Bonjour, ici Dominique pour le podcast Dans la tête. Nous continuons aujourd'hui sur le podcast sur les couples, le quatrième vidéo qui s'intitule Les mythes, illusions et fausses croyances. Ici, ça va être un peu plus long parce qu'il faut vraiment pas aller en profondeur de chacun, mais il faut quand même en décortiquer quelques-uns. Puis un couple, c'est pas toujours facile. Puis tu sais, en fait, les couples heureux, là, les couples qui perdurent, ils savent que ça sera pas facile. Puis ils ont su un peu abandonner les perceptions qu'on appelle, qui datent de l'adolescence. Tu sais, les attentes qui sont irréalistes, souvent génèrent des insatisfactions. Euh, et tout ça, c'est souvent éduqué par la télévision, les films, les séries, les romans, la musique, par des parents ou par la porno, etc. C'est ce qui rend souvent les pensées en adolescence où on découvre un peu les relations, l'amour, toutes les amitiés, c'est fort. Il y en a beaucoup, s'identifie beaucoup aux personnages de films, etc. Et tout. Donc, on commence par la première illusion qui est l'amour, c'est pas la base de la relation, mais c'est l'objectif de celle-ci, en fait. Au début, n'existant que l'attirance physique et les fantasmes, l'amour nécessite la connaissance de l'autre. Les débuts sont remplis d'espérance, celle que l'autre va combler nos manques, va nous aider à régler tous nos problèmes du passé. Euh, Puis on va entendre souvent des phrases du style si tu m'aimais, tu comprendrais, ou si tu m'aimais, tu accepterais. Des choses comme ça quand on est dans cette illusion-là de, de l'amour, tu sais, c'est la base de tout. Tu sais, l'amour ne peut pas résoudre absolument tous les problèmes. L'amour, ça peut pas régler les conflits du passé, ça peut pas remplir le vide, ça peut pas résoudre les anciens problèmes de couple. Fait qu'il est normal que lors de crises, nous devenons un peu ambivalents face à notre partenaire, face à soi-même. On va se questionner, puis ça, c'est tout à fait normal. Euh, Accepter et apprendre à vivre avec des désaccords, ça permet plus facilement de passer au travers de la crise et à l'amour d'être réactivé. Tu sais, dans le sens que quand il y a une crise, souvent on se met un peu de côté, les souffrances montent, les émotions montent, on se questionne sur l'amour qu'on a ou que l'autre nous porte. Fait que d'accepter et d'apprendre sur ça, de vivre avec des désaccords, ben, ça permet de, même quand il y a un conflit ou une crise, on, on peut réactiver l'amour. Tu sais. Il faut mettre l'amour de côté lors de discussions sérieuses et de conflits. Tu sais. On ne peut pas juste mettre toute la faute sur l'amour ou argumenter à travers l'amour, sinon on n'en finira pas, on va rester pris. Fait qu'il est important de créer la distance. Ici, comme on disait dans d'autres vidéos, d'autres podcasts juste avant, de créer la distance pour mieux se rapprocher après la crise. L'illusion numéro 2. L'âme sœur tant espérée. Elle trouve sa source dans le vide existentiel vécu par l'humain. Ce vide, ben, justement, il nous pousse vers l'autre, mais peut être totalement, mais ne peut pas être totalement comblé. Tu sais, l'autre ne peut pas combler totalement le vide existentiel qu'on vit. C'est désagréable de savoir que nous sommes, en tant qu'être humain, incomplets et mortels. Donc, nous cherchons plus, mais ne trouvons pas, et plus nous sentons un vide. Fait que ça crée une espèce de cercle vicieux. On a, on cherche encore plus, on se sent plus incomplet, on souffre plus, donc on cherche encore plus, on trouve pas, etc. La peur du vide, le refus de la finitude et le manque fait adopter ce que nous appelons la fuite en avant. Puis on peut faire le lien justement avec toute autre chose. L'être humain a tendance à faire la fuite en avant dans le travail aussi, dans des projets, dans la famille, dans les vacances, etc., dans les voyages. Tu sais, une fuite en avant sans cesse. Est-ce qu'on pourra en parler? On pourra continuer à faire des liens dans d'autres podcasts, mais comme j'avais écrit sur ma page
ma page Facebook, en fait, euh, il y avait des phrases en lien justement avec la fuite de l'être humain dans ce qu'on est, dans notre souffrance, dans justement travailler plus, encore faire plus d'argent pour dépenser encore plus. Puis il y a des livres intéressants que j'ai mis sur ma page Internet, en fait sur mon site Internet, des livres quand même assez intéressants. Il y en a un qui est à bout, ça s'appelle à bout, sur justement s'étourdir à faire trop de choses. Je vous le conseille. Bon, on recommence. S'arrêter est intolérable car cela replonge dans le vide existentiel. Ce qui fait qu'on va continuer à rechercher la passion qui donne temporairement l'illusion d'avoir trouvé l'âme sœur. Le choix est donc de partir à la prochaine illusion ou se confronter à la réalité. Le couple heureux accepte ce vide. Ils savent faire la différence entre partenaire fantasmé qui ne peut exister et le partenaire réel avec lequel ils décident, le mot ici décide est important, de lier leur vie sachant que l'autre et nous ne sommes soi-même parfaits, sachant que l'autre n'est pas parfait, mais sachant que nous-mêmes, on n'est pas parfait, il ressent, il cesse de rechercher, en fait. Le partenaire approprié avec qui nous partageons des compatibilités, ça va être ce qui en donne un couple heureux, dans le fond. L'illusion numéro 3. La bonne foi fait foi de tout. Ici, c'est comme si on pensait que les manipulateurs pathologiques ne constituent à peu près que 2 à 3% de la population. Dans le fond, ce qu'on cherche ici à dire, c'est que c'est pas parce qu'on s'entend pas avec notre partenaire ou c'est pas parce que l'autre nous fait suer, nous fait chier, nous comprend pas que ça veut nécessairement dire que l'autre nous manipule ou veut arriver seulement à ses fins. C'est que il est normal d'accuser l'autre de mauvaise foi lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes. Il est important de comprendre que l'autre fait du mieux qu'il est capable de faire dans le bien du couple. L'illusion est de croire qu'en faisant tout de bonne foi, marchera bien. Parce qu'en fait, chaque geste qu'on pose ou chaque chose qu'on dit, qu'on fait, est toujours suivi d'intentions super bonnes. La plupart du temps, on a des bonnes intentions, sauf que c'est notre propre perception personnelle. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce que nous, on trouve que c'est une bonne intention, que nous, on trouve que c'est une bonne idée, que l'autre trouve que c'est une bonne idée. La bonne foi n'est pas synonyme non plus de vérité. Le couple sait qu'il existe un couple heureux, c'est qu'il existe des différences entre les deux perceptions d'une situation qui diffèrent l'un de l'autre. Puis, on peut donner des exemples ici qu'est-ce qui arrive souvent quand on pense que la bonne foi fait foi de tout, t'sais? On dirait vraiment que tu fais exprès pour ne pas comprendre. Ça fait 10 fois que je t'explique et tu n'as encore rien compris. Il me semblait qu'on avait réglé ce problème une fois pour toutes. Pourquoi t'évertues-tu à remuer tout ça? Quel couple n'a jamais prononcé ces paroles? Quel partenaire ne s'est pas demandé un jour ou l'autre si son conjoint était ou non de bonne foi? Comme si la bonne foi était garant du bonheur conjugal. C'est un peu, c'est un peu ça. On fait du mieux qu'on peut au moment où on peut le faire. Il est difficile de remettre en doute sa propre perception, de réaliser que des fois, ben, c'est nous qui avons tort ou que les deux ont raison, parce que des fois, les deux ont raison. Les couples heureux savent que, même en désaccord, la réalité de l'autre est digne d'être écoutée, respectée et prise en compte. Tant font la différence, les couples heureux font la différence entre ce que la personne dit et fait et de ce qu'elle est. T'sais, entre ce que je dis et ce que je fais, il y a une différence aussi entre ce que je suis. C'est pas parce que je dis des choses que, des fois, on pense, on veut communiquer, mais puis on fait des choses,
mais il y a vraiment une différence entre le geste posé et la personne que je suis. Et des fois, on a beaucoup de misère, de difficultés avec ça. L'illusion numéro 4, il faut se parler. Ici, c'est un peu paradoxal, c'est qu'on dit que ben, c'est vrai que la communication, elle est importante. Ce qu'il faut faire attention ici, c'est pas parce qu'on communique que tout est beau puis que tout va se régler. La communication non violente sera toujours préférable à une communication violente. Cependant, même bien enrobée, une critique reste une critique. La personne se sentira quand même blessée et mais elle va réagir moins intensément. Il va y avoir plus de compréhension. Il va y avoir moins de crises, les crises vont être moins intenses, mais ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas blessée, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Il y a une différence de communication entre. Puis c'est plate, mais il faut savoir qu'il y a une différence de communication entre les hommes et les femmes. Il y en a pas. C'est pas toujours vrai. Il n'y a pas toujours une différence, mais il faut quand même voir que pendant des siècles, il- on a différencié l'homme de la femme, on les a catégorisés, ils ont été éduqués comme ça de manière culturelle, oui. De nos jours, on essaye de changer cette éducation-là, ce mode de culture-là, justement, de différence homme-femme. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il faut garder le côté biologique, génétique de la chose, qui est qu'il y a des différences génétiques et biologiques entre l'homme et la femme. Même si on met tous les efforts du monde du côté culturel de le changer, la biologie et la culture sont deux choses différentes. Donc, il y a moins de différences qu'avant, mais il va toujours en rester. Les hommes, eux autres, sont beaucoup plus poussés dans la communication en style de objectif, efficacité, en information. Je communique pour informer quelque chose. Il va donner une information. Il va aussi être plus dans l'acte de quelque chose. Il va faire de quoi pour exprimer, pour réparer quelque chose. Et c'est plate un peu, mais il va aussi passer par la sexualité pour comme se réconcilier. Il y a des femmes qui le font, il y a des gens avec des identités de genre différents. Tout ça tout ça est pris en considération. Là, donc, oui, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont plus comme, qui vont plus avoir ce style de communication-là, comme les hommes. Les hommes, ils vont aussi être plus poussés à arranger le problème, à trouver des solutions, à être dans l'action. Ils vont aimer l'argumentation. Euh, c'est ça souvent qui va créer des mésententes dans le couple, puis ce n'est pas de mauvaise foi. Les femmes, eux autres, ils vont plus parler de liens, d'intimité, de connexion, de couleurs émotives. Ça va être plus subtil, ça va être plus riche. Ça va créer inévitablement des frictions. Il peut y avoir des couples filles, des femmes-femmes, des hommes-hommes, puis ça va être cette dynamique-là, comme ça ne le sera pas non plus. Ici, c'est plus une question de prendre ça en considération comme savoir et non comme vérité absolue, là. C'est de prendre en considération que la plupart des hommes vont avoir ce style de communication-là, la plupart des femmes, et c'est ce qui va créer surtout des mésententes, des incompréhensions. Tu sais. Euh, ils vont donner des solutions où les hommes vont souvent être sur la défensive, puis tandis que les femmes, elles, ce qu'elles veulent, c'est être écoutées et comprises. Ils veulent pas qu'on solutionne. C'est pour ça que souvent, en consultation, ce que je dis, c'est nommez-le d'avance. Voici mon besoin. Ce que je veux, c'est juste d'être écouté. Je veux pas qu'on règle mon problème. Je veux pas que tu me solutionnes rien. Je veux juste être écouté. Je veux pas qu'on m'argumente sur ça. Je veux pas qu'on trouve de solution. J'ai besoin que tu sois là pour moi en ce moment. C'est tout. Là, j'y vais. C'est une longue phrase, mais ça peut juste être simplement dit. Mon besoin, c'est juste d'être écouté. Je veux pas qu'il y ait rien de fait. Puis même moi, des fois, je l'utilise ça. Dis-moi là que c'est juste ça que tu veux. Parce que moi-même, des fois, j'ai tendance à aller dans les solutions, des fois, à aller dans on va argumenter, etc. Même si j'ai appris la communication,
même si j'ai appris, même si je sais pertinemment c'est quoi l'être humain. Ce qui est intéressant aussi dans le livre que je vous fais des résumés, c'est que ça dit même deux thérapeutes qui sont en psychothérapeutes qui sont en couple ensemble et qui connaissent l'être humain vont quand même dans un couple à eux, même si c'est deux psychothérapeutes mis ensemble, vont quand même possiblement pas s'entendre ou avoir des problèmes de couple. On revient au sujet. Le plus important n'est pas toujours ce que l'on dit, mais comment on le dit, parce qu'il y a beaucoup de non-verbal, comme on avait dit dans l'autre podcast avant. Tu sais, le non-verbal, ça va être le ton de voix dans lequel on dit. Il va y avoir une différence entre dire je t'aime, je te regarde dans les yeux, je te comprends, je te regarde dans les yeux, que oui, oui, je te comprends, mais je suis en train de texter quelqu'un d'autre ou jouer ou écouter un film. Tu sais, là, il y a d'autres aussi considérations à prendre. Tu sais. Il y a des gens qui vont être capables de mieux écouter les personnes justement en faisant du dessin ou en gossant de quoi dans leurs mains que de simplement être assis puis fixer l'autre. Il y a des petites différences à prendre en considération aussi. Puis c'est là aussi dans la communication quand les couples se connaissent bien, vont pas nécessairement utiliser la communication, mais vont comprendre l'autre personne, comment qu'elle est, comment qu'elle agit quand elles sont en communication, tu sais. Moi, des fois, il faut que je gosse après quelque chose pour être attentif. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Puis des fois, des gens que je connais aussi vont faire la même chose. Pour se concentrer, ils vont faire un casse-tête. Pour se concentrer, ils vont jouer avec des bébelles dans leurs mains, comme on donne aux enfants pour écouter à l'école, là. C'est la même chose pour les adultes, des fois. L'erreur, c'est de croire que plus on parle, plus on se connaît et mieux on se connaît. Plus solide sera l'union. Ça, c'est une erreur. Tu sais, parfois, trop savoir sur le passé de l'autre peut venir confronter les valeurs du présent et remettre en question le bonheur, les certitudes qu'on a d'aimer la personne. Parce que des fois, la personne qu'on a devant nous depuis qu'on est en couple avec, en relation avec, n'est pas la même qu'il y a 15 ans ou 10 ans. Puis des fois, ce que l'autre personne a fait avant peut nous déranger aujourd'hui. Donc, c'est pas obligé de tout dire tout le temps. Puis toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. L'autre erreur, c'est tout se dire, tout se dire, ça veut dire que c'est bon. Non, parce que c'est le mystère qui nous attire, qui crée le désir de connaître l'autre. Tout connaître de l'autre, il y a un risque de perdre le désir de l'autre, puis ça peut tuer le petit quelque chose qu'il y a entre les deux personnes. Puis, comme je disais, tout dire n'est pas toujours bonne chose à faire. L'autre erreur, c'est de penser que mon partenaire veut toujours m'entendre et que tout ce que je dis va l'intéresser. Non. En premier, là, tu sais, c'est pas vrai. Il y a des choses que l'autre ne nous intéresse pas. Il faut. Puis, tu sais, un couple heureux va être en mesure soit de faire des demandes, es-tu en position de m'écouter en ce moment, ou va se rendre compte que l'autre n'est pas en position d'écoute, tu sais. Il va être contrarié par d'autres choses, il va être occupé à d'autres choses. Fait qu'il faut valider avec l'autre et s'il est disponible pour discuter, écouter ce qu'il a à dire. Mais il faut que aussi, quand un couple se connaît, va savoir que mettre des limites sur, ça m'intéresse pas, moi, ta game de hockey d'hier, mettons. T'es pas obligé. Ça te fait plaisir, je vais t'écouter, mais si ça vous fait pas plaisir de le faire, faut pas le faire. Parce que c'est correct de faire des compromis, je mets ça en parenthèse, mais si il y en a toujours plus un que l'autre qui fait des compromis, ça se peut que ça crée des frustrations, des insatisfactions. Si on écoute l'autre sur un sujet qui ne nous intéresse pas, c'est principalement parce que ça nous tente de le faire. Pas parce que l'autre nous doit ça après. Surtout pas dire hey, je l'ai fait pendant des années, t'écouter, c'est à ton tour. Non. C'est juste parce que ça te tente. Fait que si on fait un récapitulatif un peu, là, il faut pas croire à la que toute personne, faut pas croire que la communication va tout régler. Euh, permet de permettre par des doutes, voyons, euh, remettre en doute
la bonne foi de l'autre. C'est correct. Respecter la susceptibilité, les sensibilités de l'autre aussi. C'est d'accepter d'être incompris. C'est important. Parce que l'autre n'était pas disposé, ou l'autre n'est pas disposé à le faire. Peut-être qu'il comprend pas, puis même si on lui explique 150 fois, ben, il comprendra peut-être pas non plus. Non. Fait qu'il faut accepter d'être incompris des fois. Il faut pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. Il faut pas forcer non plus la communication. Il faut attendre le moment propice ou se donner des rendez-vous de communication. Tu sais, si tu veux y parler pendant qu'il joue aux jeux vidéo, ça se peut que tu n'écoutes pas. Faut, les couples heureux, ben, ils savent et acceptent les différences. Ils communiquent et comprennent parfois sans mots dire. Ils sont capables d'exprimer des émotions de façon positive. Ils vont communiquer leurs besoins. Ils vont pas utiliser la critique. Ils vont complimenter l'autre aussi. Ils vont sélectionner ce qu'ils veulent communiquer à l'autre aussi. Et le dernier, savent qu'ils vont récolter ce qu'ils sèment. Donc, si je te critique, il faut que je m'attende à ce que l'autre me critique. Si je rabaisse, je m'attends à ce que l'autre me rabaisse. Si je complimente, si j'ai des compliments en retour, ben, je vais l'avoir un peu semé. Passons maintenant à l'illusion numéro 6. La résolution des conflits. Celle-là aussi est difficile. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est important à résoudre. Mais le paradoxe ici, c'est euh, tu sais, des fois, c'est de proposer l'écoute active va permettre de diminuer la fréquence et l'intensité des conflits, mais ne sauvera pas le couple. C'est pas parce qu'on résout des conflits que ça veut nécessairement dire que on va résoudre 10, 5, 8 ans, 2 ans de problèmes de couple. T'sais. Donc, oui, apprendre à faire de l'écoute active, à communiquer va réduire, mais ça ne va pas nécessairement sauver le couple. Parce que des fois, on mise beaucoup sur la communication en disant ça va perdurer le couple, mais c'est pas un lien direct. Ça va l'améliorer, mais ça ne va pas le sauver. Puis là, il y a 6 sources de conflits qu'on appelle des conflits insolubles. Puis c'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître la personne avant. Parce que la première, ne sont pas en ordre d'importance ni en ordre hiérarchique, là. Les 6 sont aussi importantes l'une que l'autre. Je vais juste quand même nommer un chiffre, tu sais, de 1 à 6 quand même. La première, c'est l'éducation des enfants. Un va accuser l'autre d'être trop permissif et l'autre trop autoritaire. Là, on ne poussera pas trop dans les 6. Là. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'un couple heureux là, sait que l'enfant a autant besoin d'encadrement que de liberté. L'enfant, plus l'enfant est jeune, plus il a besoin d'encadrement, plus il vieillit, plus il a besoin d'apprendre par lui-même. Il a besoin de se casser la gueule, comme on appelle. Il a besoin de se faire mal. Il a besoin qu'on le laisse libre de décider de faire des choix. Puis que nous, en tant qu'adultes, on l'accompagne. C'est le même aussi à l'adolescence et c'est le même à l'âge adulte aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est que si l'enfant n'a pas appris à être libre, à faire des choix, mais le problème va perdurer à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, ce qui est plate, c'est que l'intervention ou la relation d'aide à faire avec l'adulte va être la même qu'avec un enfant ou un adolescent. On va juste, tu sais, changer les phrases puis changer les mots. Puis, fait que l'enfant en tant que l'adulte a besoin d'encadrement et de liberté. Il a besoin des deux à la fois. Le deuxième source de conflit, c'est le budget familial, le budget de couple. L'un va vouloir économiser au cas où s'il arrive un imprévu, au cas où s'il y a un accident, pour la retraite, pour ainsi de suite. Puis l'autre va dire, ben non, il faut vivre au jour le jour. C'est le ici et maintenant qui compte. Plus l'écart entre les deux va être grand, plus il y aura de frustration, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut qu'on soit sur le même point d'égalité absolument. Il va y exister des écarts, puis c'est normal. L'important ici, c'est d'être capable de gager. C'est sûr que plus un va économiser, ben plus de l'autre bord, donc plus un va dépenser, donc plus l'autre va vouloir économiser.
Ça va tirer chacun de son bord les extrêmes un peu. Fait que ce qui est important ici, c'est d'en prendre conscience et d'accepter le fait que notre partenaire n'est pas comme nous, ne va pas économiser comme nous, ne sera pas au même niveau. Le troisième source de conflit, c'est la belle famille. Il y a souvent un qui va être plus collé à sa famille, puis l'autre va vouloir plus s'en détacher. Ça crée d'énormes sources de conflit aussi. Le quatrième, c'est les tâches ménagères. Les couples heureux vont accepter de vivre avec une répartition des tâches qui est inégale et variable dans le temps. Parce que ils ont fait des études, ils ont fait des tests et ce n'est pas réellement vrai que de séparer équitablement les tâches 50-50, ça rend des couples heureux. Parce que quelqu'un qui en fait peu n'en fera pas réellement plus, puis d'en faire plus, ça va l'irriter, tandis que l'autre va souvent passer en arrière et il sera insatisfait du travail de l'autre parce qu'il ne sera pas équitable. C'est la même chose pour le budget familial, c'est d'accepter que l'autre ne sera pas comme nous et que, dans le fond, ça se peut que nous, on passe plus souvent le balai, mais ça se peut que l'autre, lui, ce qu'il fait plus, c'est qu'il rénove la maison, ou c'est qu'il passe plus souvent la tondeuse, ou qu'il déneige. C'est pas la même tâche, mais il met du sien aussi. Tu sais, chacun met du sien. C'est ça qui est important aussi de comprendre ici. La cinquième, c'est la vie professionnelle et la vie privée. Il y en a souvent qui vont être un peu plus carriéristes, qui vont vouloir travailler plus, ramener plus d'argent, vouloir monter les échelons, puis l'autre, il va être plus non, moi je veux autant être capable de faire ma vie familiale, ma vie à la maison. Il va y exister toujours des écarts entre. C'est toujours le même principe. Plus l'écart est grand, plus ça crée des frustrations. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a le même niveau de vie, pareil à 100%, qu'on va être plus heureux. C'est d'accepter les différences. Le sixième est la sexualité. Souvent, il y en a toujours un qui va vouloir plus que l'autre. Aujourd'hui, c'est moins vrai que c'est que les gars qui veulent plus de sexe que les femmes. C'est complètement faux. Euh, les femmes veulent autant de sexualité physique, là, on va parler, que les hommes. Euh, des fois, même que les femmes en veulent plus que les hommes, ça dépend. Y a pas, ici, il n'y a pas plus un que l'autre, mais en couple, il va arriver souvent qu'il y en a un qui en veut plus que l'autre. Puis là, ici, on ne tombe pas dans un compromis, comme exemple, de dire, ben moi, c'est 3 fois semaine, toi, c'est une, donc on va tomber à deux. On peut pas faire ça. On peut pas dire à quelqu'un que ça ne tente pas, ben tu vas le faire une fois de plus. Puis quelqu'un qui le veut 3 fois semaine, passer à l'acte sexuel, ça va le faire. Ça ne le rendra pas plus heureux que l'autre personne tombe à deux. Parce que moi, j'en veux trois. Ce qui est important de savoir ici, c'est d'accepter le rythme de l'autre. Si on n'en a pas envie, on n'en a pas envie et ça se termine là. On peut avoir des discussions là-dessus. Ce qui est important, c'est sûr, c'est de parler sexualité en couple. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas faire de compromis vraiment là-dessus. C'est d'accepter que l'autre en veuille moins, d'accepter que l'autre, en ce moment, ça ne tente pas. Puis ça se peut aussi que pendant une période de temps, on est plus actif, puis des fois, on l'est moins. Ça ne veut pas dire qu'on est moins attiré avec l'autre, ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins. Il y a peut-être autre chose derrière ça qui fait en sorte que là, il y a moins de sexualité pour une des deux personnes. Ce qui, j'ai dit souvent, c'est que l'équilibre, c'était le mot important à retenir souvent, mais dans ces six sphères, ces six conflits insolubles-là, l'équilibre dans les 6 dimensions est quand même assez illusoire. Il ne faut pas convaincre l'autre. La communication et la résolution de conflits aidera, mais ne sauvera pas le couple. L'absence de consensus n'est pas signe d'une mauvaise communication, puis les couples qui sont heureux vont accepter de vivre avec les désaccords permanents, dans le sens qu'il va y avoir des accords de manière permanente, toujours. Fait que c'est d'accepter de vivre avec ces désaccords-là qui vont faire un couple heureux. L'illusion numéro 7, c'est la question de l'infidélité. Ici, c'est un peu touché. Ok. C'est sûr qu'il y a la question d'éthique entre partenaires à avoir sur le sujet de l'infidélité. Là, on s'entend ici, on parle pas de couple ouvert ou on parle pas de
de polyamour ou etc. On parle réellement d'un mensonge, de l'infidélité. C'est pas quelque chose dans lequel on a discuté, c'est vraiment je trompe mon partenaire, l'autre ne le sait pas. Et on parle pas, tu sais. Fait que c'est pour ça que je parle ici qu'il y a une question éthique entre partenaires à avoir. Parce que oui, j'ai lu un petit article scientifique, il n'y en a pas assez encore sur le sujet, mais ils ont quand même montré que ce n'est pas c'est pas parce qu'un couple est ouvert, accepte ou le polyamour que ça veut dire qu'on est insatisfait de notre couple, mais ça serait plutôt le contraire, justement. Ça serait on veut partager cet amour-là plus grand. Je ne peux pas, en ce moment, dans ce podcast-là, en tout cas, là, non, parler de ce sujet-là, mais sachez que ça existe et que ce n'est pas parce qu'on ouvre le couple qu'on est plus malheureux que d'autres. Ça demande plus de confiance, c'est sûr, d'honnêteté, etc. Ça demande beaucoup de communication, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on en... Puis c'est difficile pour certains. Il y en a qui sont incertains de ce qu'ils veulent, ça arrive. Donc ça pourrait être un sujet d'un autre podcast qu'on fait maintenant. Surtout inviter probablement des gens qui vivent ça. Ça serait bien plus intéressant que moi qui en parle. Mais là, on revient au fait que c'est l'infidélité, c'est le mensonge, c'est de ne pas avoir dit à l'autre personne. Et là, ici, si je continue, euh, bon, il y a des mythes. Puis je vais commencer par parler des mythes. En fait, on va parler. Le mythe numéro un, c'est ce qu'on ne sait pas ne peut faire de mal. En fait, ce mythe conduit nombre d'hommes et de femmes à taire leur infidélité sous prétexte de ne pas faire mal à l'autre. Le problème est que la personne infidèle le sait, elle, qu'elle a été infidèle et ce fait existera toujours entre les deux partenaires. C'est pourquoi les infidèles en arrivent à révéler leurs secrets afin de se libérer de ce poids qu'ils sont seuls à supporter, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Le problème, c'est que très souvent, l'autre apprend l'infidélité plusieurs années plus tard et constate que sa relation était basée sur un mensonge. Si, mettons, il arriverait que la personne se fasse tromper et qu'elle en parle dans les jours qui suivent, ça se peut que le couple se sépare. Mais il se peut aussi que le couple grandisse de ça. Mais c'est pour ça qu'on revient à discussion sur le sujet à avoir entre partenaires. Et ça peut évoluer dans le temps. Mais encore là, c'est à discuter entre eux. Numéro 2. L'infidélité est thérapeutique. Bon. Certaines personnes croient que l'infidélité peut compenser la monotonie sexuelle installée dans un couple et qu'elle peut même raviver la passion entre les partenaires. C'est du moins la thèse des échangistes qui proposent l'infidélité au su et au vu de l'autre. Il faut être sexologue pour savoir les ravages causés au couple par l'infidélité. C'est très loin d'être thérapeutique. On ne peut régler un problème en ajoutant un autre problème par-dessus. Si on est dans un club échangiste, c'est que les deux sont d'accord avec ça. Si le couple est ouvert, c'est que les deux sont d'accord avec ça. Et ça se peut que les deux soient d'accord. Et que finalement, une des deux personnes ne soit plus d'accord. Ça aussi, ça existe. 3. L'infidélité est la principale cause du divorce. Quoique l'infidélité soit souvent l'occasion ou le prétexte du divorce, elle est plutôt la conséquence d'un déséquilibre ou d'une insatisfaction conjugale que sa cause. Hommes et femmes deviennent la plupart du temps infidèles pour compenser les frustrations sexuelles et émotives vécues à l'intérieur du couple. Tout le monde le fait, fais-le donc. Connaissez-vous l'histoire des moutons de Panurge, personnage d'un roman de Rabelais, qui s'étaient tous suicidés en se jetant d'une falaise? Ce n'est pas parce qu'un comportement est in qu'il est nécessairement sain. Pas parce que tout le monde le fait. Puis je dis souvent que c'est pas parce que tout le monde dit une chose que ça veut nécessairement dire qu'elle est vraie. 5. L'infidélité est sexuelle. Puis là, c'est là que c'est un peu plus touché, c'est un peu plus subtil des fois. Certains croient que s'il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu véritablement d'infidélité. Saviez-vous qu'un homme qui délaisse sa partenaire pour consacrer tout son temps à son travail ou la femme qui s'éloigne de son amant pour s'occuper de façon exclusive de son enfant sont tous deux infidèles? L'infidélité ne se situe pas seulement sous la ceinture. Elle peut aussi être affective et relationnelle. Et là, c'est tough.
Tu les gens qui s'enferment dans d'autres choses, qui se parlent plus, qui s'enferment dans le travail, je donne mon affection à autre chose. 6. L'homme est infidèle pour le sexe, la femme par amour. Cette croyance conduit notre société à pardonner plus facilement l'infidélité des hommes. Pas tant d'accord avec ça, hein? La disant moins grave que l'infidélité du cœur. Sauf que mon expérience dit que me conduit à penser qu'au-delà du sexe, l'homme recherche surtout à combler un vide affectif. Et aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont infidèles uniquement pour le plaisir aussi. Euh, je veux dire, il n'y a pas de différence tant que ça dans l'infidélité entre hommes et femmes. Il y a certaines subtilités qui sont différentes, mais le reste, une infidélité reste une infidélité. Là. 7. Les femmes sont monogames par nature, les hommes par accident. Bon, c'est plutôt très historique, biblique, un peu comme façon de voir, mais je dirais que ça n'a pas rapport. C'est des raisons pour se justifier de notre comportement. 8. Le sexe est meilleur avec l'amant ou l'amante. Parfois, mais très souvent, le sexe n'est ni meilleur ni pire. Il est même surprenant de constater jusqu'à quel point l'autre ressemble au partenaire ou est même moins attrayant que lui. 9. L'infidélité est sans danger. Bon, le premier est plus importante conséquence d'une infidélité, la perte de confiance, la perte de respect en constitue une autre. Or, que vaut une relation sans confiance et respect réciproque? Dans les cas les plus dramatiques, des gens ont tué ou se sont suicidés suite à la découverte d'une infidélité. Sans parler des maladies transmissibles sexuellement, avoir un rapport sexuel avec une partenaire, c'est aussi avoir un rapport sexuel avec toutes les personnes qui ont eu des rapports intimes avec elle, etc. On peut aller loin là-dedans. Fait que ça, c'était les grands mythes de l'infidélité. Et il va toujours exister, il faut se parler. Puis là, j'entre dans d'autres mythes, d'autres illusions, d'autres croyances. L'amour rime avec toujours. Bon, il y a ici une espèce de tranche historique. L'être humain, il y a des siècles, ne vivait pas plus de 20 à 49 ans. Donc, on se mariait tôt, on se mettait en union tôt et on avait des enfants de bonheur parce qu'on mourait de bonheur. Ce qui faisait qu'on passait pas beaucoup de temps en couple longtemps. Donc, c'était très facile de dire oui, je le veux pour le meilleur et pour le pire et pour toujours. Avec le temps, tu sais, aujourd'hui, maintenant, on peut vivre 80, 90 ans, bien, c'est même plus rendu rare que des gens qui dépassent les 100 ans. Ça devient un petit peu plus difficile de dire oui pour toujours parce que l'être humain change avec le temps. Ses intérêts, ses envies, ses motivations, ses croyances, ses valeurs changent avec le temps des fois. Donc, ça devient plus difficile. Euh, Historiquement, dans les années 90, 80-90, un peu des années 2000, il était bien, bien, bien en mode de parler des hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Jadis, hein, on expliquait les difficultés de couple par la différence entre les hommes et les femmes. Que seules les femmes pouvaient comprendre les femmes et seuls les hommes pouvaient comprendre les hommes. Ce qui est complètement faux. Une femme peut très bien comprendre un homme et un homme peut très bien comprendre une femme. Il y a des différences biologiques qu'un homme ne vivra jamais et des choses biologiques qu'une femme ne vivra jamais. On s'entend tous là-dessus. Il n'y a pas grande discussion à avoir. Donc, l'espèce de discussion des hommes viennent de Mars et viennent de Vénus, oui et non. Pas tant. Les couples heureux, chacun fait ce qui doit être fait parce que ça les rend heureux et ils veulent le rester. Et ils veulent continuer d'être heureux avec le déséquilibre des tâches. Donc, ça, ça y va avec, tu sais, les gens vont faire ce qu'ils ont à faire parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, puis ils sont contents de le faire. C'est ce qui va rendre les couples là. Parce que dans le cas contraire, ça va créer une dispute, des désaccords, et le prochain vidéo, ça va être ce qu'on appelle à la cartographie d'une dispute de couple. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.
ou bonne soirée pour certains, ou bonne semaine, bonne fin de semaine. Au revoir.